Les podcasts du Figaro. Tu as les yeux fermés, les bras ballants, la tête légèrement penchée. Tu portes une large casquette, des gants, des souliers vernis, une combinaison de couleurs sombres qui fait comme une bouée au-dessus de tes épaules. Tu es l'image de la douceur. On dirait l'artiste qui, au moment de saluer son public, chavire sous le poids d'un amour débordant. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Moment des livres. Vous venez d'écouter un extrait des Envolées d'Étienne Kern, publié chez Gallimard. Qu'est-ce qui fait l'homme ? Sa capacité à se dépasser ? À toujours repousser les limites de son humanité ? Ou alors serait-ce plutôt sa mortalité, sa faculté à épouser son humanité ? Je m'appelle Alice Develay et aujourd'hui je suis avec l'auteur de ce roman. Bonjour Étienne Kern. Bonjour Alice. Vous avez publié Les Envolées, un livre qui vous a valu le prix Goncourt du premier roman. Dedans, vous nous racontez la vie de Franz Reichelt. Qui était-il ? Un tailleur autrichien qui vivait à Paris à l'aube du XXe siècle, mais c'était aussi un inventeur. Le 4 février 1912, Franz Reichelt teste son invention, en l'occurrence un parachute. Et pour ce faire, il décide de se jeter du premier étage de la Tour Eiffel. Il s'élance et se tue, tout ça sous l'œil des caméras. Alors première question, Étienne Kern, comment est-ce que vous êtes tombé sur cette figure méconnue ? C'est une sorte de cadeau que me fait Internet. Je consultais un site d'information, qui était peut-être d'ailleurs Le Figaro ou Le Monde, je sais plus, où il y avait une rubrique d'éphémérides qui nous disait que un 4 février en 1912, cet homme, Franz Reichelt, saute de la Tour Eiffel. Et l'éphéméride proposait un lien vers cette vidéo, qui est en fait un court-métrage d'information qui a été tourné par le Pathé Journal et qui a été fait pour être diffusé dans les salles de cinéma. Les images sont très connues. Pour ma part, je les avais jamais vues. Et j'ai été absolument fasciné, ému, bouleversé, passionné par 7 minutes 37 secondes que dure en tout la fin de cet homme. Et alors, est-ce que c'était difficile d'écrire sur un personnage qui a vraiment vécu, ou est-ce que ça vous a donné peut-être un squelette, une ossature à votre roman ? Il y a à la fois quelque chose de difficile parce que on s'empare d'une personne qui a existé, donc moralement il y a des frontières, il y a des choses à ne pas faire. Il y a un travail documentaire qui peut être fastidieux, et puis il y a une contrainte aussi, c'est faire coïncider une chronologie réelle et une chronologie interne fictive. C'est pas forcément très facile. Et en même temps, comme vous le suggérez dans votre question, on a une sorte de trame, de canevas qui nous est donnée par l'histoire vraie, et il suffit de se faufiler, de se glisser comme ça entre de l'encre qui est déjà là, pour ajouter un peu ses propres mots. Question terrible. Qu'apporte la fiction à la réalité alors ? Je crois que la fiction apporte de l'humanité, et on a bien besoin d'humanité en plus par rapport à celle que nous vivons déjà. Franz savait que son parachute ne tiendrait pas en sautant de la Tour Eiffel, alors est-ce que vous pensez qu'il l'a fait exprès, il s'est suicidé ou pas ? Je crois qu'il savait que ça n'allait pas marcher, mais qu'il croyait quand même que ça allait marcher. Qu'il y a une sorte de contradiction interne et très humaine en fait, entre ce qui est rationnel, entre ce qui peut se calculer, entre ce qui se sait, et d'autre part le désir, et l'aspiration au rêve, à la folie, au dépassement. Et en tout cas dans le livre, j'ai tout fait pour ne pas exprimer directement ma propre opinion personnelle. Il me semble que la moindre des choses, rendre hommage à ce qu'a fait cet homme, qui est quand même un don de soi absolu, il y a quelque chose de magnifique dans le courage qu'il a eu. La moindre des choses à faire, c'était de pas verrouiller le sens de ces images, le sens de sa mort. Donc chaque lecteur, chaque lectrice sont invités à s'approprier ce Franz et à choisir entre l'accident, le suicide mégalo avec la Tour Eiffel comme toile de fond. Enfin, on en fait un peu ce qu'on veut de cet homme. Il savait d'ailleurs qu'il était filmé. Oui, bien sûr. On sait qu'il a d'ailleurs sollicité lui-même la presse pour immortaliser ce saut. Des destins brisés, des étoiles filantes, la littérature en est remplie. Quel livre incarne pour vous l'incandescence, l'éphémère ? C'est l'or de Blaise Cendrars. Il y a une sorte de résumé de notre condition humaine dans le destin de cet homme qui est ruiné par l'or. C'est-à-dire qu'on découvre de l'or dans les terres qu'il a acquises en Californie. Et on est au 19e siècle, à l'époque de la ruée vers l'or. Et alors qu'il a commencé à bâtir un monde nouveau, un empire, etc., il est complètement ruiné par la découverte du métal précieux sur ces terres. Et il est dépossédé de ses biens, et il finit terriblement. Et il y a une sorte de trajectoire très éphémère, au sens où ça va extraordinairement vite. Quel livre vous a fait aimer lire ? Plutôt qu'un livre, je pense que c'est d'abord une personne. C'était Madame Volcringer, Anne Volcringer, qui était ma chère professeure de lettres en seconde, quand j'étais donc au lycée. Madame Volcringer avait une manière de nous parler des livres qui... c'est un peu comme si elle nous donnait des nouvelles de vieux amis.
Et elle faisait cette chose très belle, c'est qu'elle nous racontait beaucoup les histoires, en fait comme à des enfants. Elle nous racontait les histoires pour créer cet émerveillement qu'il y a dans le récit. Et donc Le Rouge et le Noir, donc Manon Lescaut, donc Ruy Blas au théâtre, c'était d'abord une belle histoire à entendre, et après on allait évidemment plus loin. Ce point de départ narratif m'a fait me dire qu'il y avait dans les livres une forme d'espace où respirer, où être bien. Quel est votre livre de chevet ? Je rouvre très souvent les œuvres complètes de Philippe Jacotet. Je me suis offert il y a quelques années le Pléiade, où j'ai tout Jacotet, et j'y pioche avec émerveillement. Très souvent, des bribes, souvent dans La Semaison, son journal, ou dans ses poèmes, notamment ses poèmes de deuil, dans Le Son ou Les Chants d'en bas. Et je suis extrêmement sensible à cette poésie très dépouillée, et qui est aussi une poésie de l'émerveillement. Enfin, il y a une forme de poésie qui s'écrit à partir de la mort. Enfin, c'est très sombre. Et malgré tout, une tentative pour trouver un espace pour la joie à partir de ça. Quel livre vous a fait pleurer ? L'Iliade d'Homère. Pas l'Iliade en entier, parce qu'évidemment, il y a des scènes de massacres monstrueuses, etc. Il y a 2 moments qui sont inoubliables dans l'Iliade. C'est le moment où Hector, le guerrier troyen, qui est sur les remparts de Troie, alors qu'il va quitter la ville pour aller se battre, et il va se faire tuer par Achille. Et bien à ce moment-là, Hector, qui a son casque sur la tête, enlève son casque. Parce qu'il y a son fils Astyanax, qui a peur de lui, il a peur de ce casque tout brillant, etc. Et il y a ce père qui enlève cet ornement militaire par douceur. Et à la fin de l'œuvre, il y a un autre moment comparable, qui est aussi lié à Hector, c'est lorsque Priam, le roi de Troie et père d'Hector, va entrer dans le camp des Grecs, il va se jeter dans la gueule du loup, et il va se mettre à genoux devant Achille, qui a tué son fils, en le suppliant de lui rendre le corps de son fils Hector. Il lui dit quelque chose comme « Achille, pareil aux dieux, pense à ton propre père. Ton père est comme moi, il est vieux, mais lui, il sait que son fils est encore en vie. Et moi, je n'ai pas ça. » Et c'est tellement simple, tellement pur, tellement beau et en même temps tellement ancien que ça m'a toujours profondément bouleversé. Quel livre vous a fait rire ? J'aime bien l'humour potache. Peut-être parce que je suis prof à côté, prof de lettres. Et parfois, je rouvre pour le plaisir un texte de Pérec qui est Cantatrix Sopranica, qui est un texte complètement parodique, qui fait semblant d'être un article universitaire, où l'auteur universitaire analyse la trajectoire des tomates qu'on peut jeter sur une cantatrice à l'opéra. Et donc c'est complètement foutraque. Et à la fin, il y a une bibliographie, comme si c'était savant. Et l'une des entrées dans la bibliographie cite Einstein, ok, et à côté, il y a Zweistein, Dreistein, Vierstein, enfin, il se met à compter en allemand, enfin, que des bouffonneries comme ça, et c'est délicieux. Quel livre vous a mis en colère ? Je crois que la colère n'est pas vraiment dans mon tempérament, donc je parlerai plutôt d'une forme d'agacement ou de distance. Je parlais de Jacotet tout à l'heure, que j'adore, et à contrario, je me sens assez loin d'une autre forme de poésie qui est du côté de l'exaltation, de l'emphase, de l'exagération, etc. Et donc des choses comme Saint John Perse ou Claudel, souvent ont un peu tendance à m'agacer. Quel livre aimez-vous offrir ? J'offre très souvent La Demande de Michel Desbordes, qui est un roman qui est paru chez Verdier en 98 ou 99, enfin bref, il y a une vingtaine d'années, parce que ce livre a beaucoup compté dans ma vie. À l'époque, j'étais toujours lycéen, j'étais en première, et ma classe participait au prix Goncourt des lycéens. Et dans la sélection des livres à l'époque, il y avait Michel Desbordes, que je connaissais pas du tout. C'était même la première fois, en fait, que je disais, je crois, des livres d'auteurs vivants. Et la professeure de français que j'avais à l'époque nous a dit: vous savez, les gens vivants, ça leur fait plaisir quand on leur dit qu'on les aime. Et donc, si vous avez un coup de cœur pour un livre, eh bien, envoyez une lettre à la maison d'édition et ça arrivera à l'auteur. Et j'ai été bouleversé par La Demande, qui est un livre magnifique, d'une très profonde poésie. Et j'ai écrit à Michel Desbordes, qui m'a répondu. Qui vous a répondu, ouais. Et c'était le point de départ d'un échange qui a duré quelques années, puis elle est décédée malheureusement un peu après. Mais ça, je crois que ça a changé ma vie. Et sans elle, je crois que j'aurais jamais eu cette folie ou je sais pas, enfin cette occasion de me lancer moi-même dans l'écriture. Le courage de devenir écrivain. Le courage ou la folie, ou un peu comme Franz tout à l'heure, cette espèce de saut dans le vide aveuglé. Je rappelle que vous êtes l'auteur des Envolées, publié chez Gallimard. Merci Étienne Carnon. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Cet épisode a été monté par Astrid Landon. Louis Chabin était à la prise de son. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur lefigaro.fr et sur vos plateformes d'écoute préférées. À bientôt!